Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 6e séance de cours sur le calcul sécurisé. Et merci d'être aussi fidèle à cette série de cours. Et alors avant de commencer, je voulais vous rappeler que donc les enregistrements vidéo des cours sont disponibles sur le site web du collège et j'y mets généralement le lundi. Et j'y mets aussi les transparents que j'ai présentés avec des corrections pour les erreurs que j'ai pu voir pendant le cours que vous m'avez signalé, mais avant lundi matin. Et en particulier, donc, à la fin du dernier cours, il y avait une erreur dans la espèce de construction de circuit que j'avais présenté tout à la fin, un résultat qui est dû à Beaver, et d'un générateur pseudo-aléatoire qui est à l'intérieur d'un circuit et qui va servir à faire du transfert inconscient aléatoire. Et donc j'ai corrigé la construction sur les transparents. Ça m'apprendra à avoir essayé de faire ça de mémoire plutôt que d'aller revoir le papier d'origine. Voilà, mais je ne vais pas revenir là-dessus au début de ce cours parce que nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui sur un sujet qui est absolument fascinant. Donc celui des preuves dites zero knowledge en anglais, preuves sans divulgation de connaissances ou preuves à divulgation nulle de connaissances en français, et souvent désignées aussi sous les acronymes ZK ou ZKP. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est encore un de ces jeux ces protocoles à deux participants, un prouveur et une vérificatrice. Au début du protocole, le prouveur connaît un secret X qu'il ne veut pas révéler, mais qui satisfait une certaine propriété, P de X. Je sais pas, X est un nombre premier, par exemple. Et à la fin du protocole, la vérificatrice est absolument convaincue que le prouveur connaît X tel que P de X, mais elle n'a rien appris sur X. Ou plus exactement, elle n'a rien appris sur X qui ne soit pas impliqué par P de X. Évidemment, si P de X est X égale 0, elle a tout appris sur X. Mais l'idée, c'est qu'elle n'apprend rien de plus que le fait que P de X est vrai. Alors, dans le premier cours, on avait vu un exemple de preuve de ce type. Alors, c'est un exemple qui utilise des objets physiques, en l'occurrence un jeu de cartes. Et donc, on a Pierre, le prouveur, qui tire une carte à jouer et veut convaincre Véronique, la vérificatrice, que c'est d'une carte rouge, mais sans lui montrer la carte, sans lui révéler de quelle carte il s'agit. Alors, donc la première étape, c'est vérifier le jeu de cartes, où il y a bien 16 cartes rouges, 16 cartes noires. Donc, tirer confidentiellement une carte par Pierre. Et donc Pierre garde une des cartes, et maintenant Véronique le met au défi de prouver que c'est une carte rouge. Et pour ce faire, Pierre il va poser les 31 cartes restantes et retourner 16 cartes noires. Donc, puisque toutes les cartes noires sont visibles, forcément la carte qu'il a gardée est rouge. Mais il n'y a aucune fuite d'informations pour savoir de quelle carte il s'agit. Donc voilà un exemple tout simple. Et dans le cours d'aujourd'hui, on va voir un certain nombre de protocoles qui permettent d'obtenir ce type de garantie, mais cette fois-ci dans un monde numérique où on n'a pas les garanties du monde physique, par exemple. Dans le monde physique, on ne peut pas dupliquer une carte, et dans un monde numérique, on peut dupliquer toutes les informations qu'on veut. Alors à quoi ça sert, en plus du challenge intellectuel que ça représente ? Ben, il y a en fait un nombre étonnant, assez important d'applications de ces preuves zero knowledge. La première famille d'utilisation, d'applications, c'est que ça permet d'affirmer, de prouver des choses sur des données privées qu'on n'a pas envie de révéler. Donc c'est une composante importante de la vie privée dans un monde numérique, et du droit à la vie privée dans un monde numérique. On avait vu un exemple au premier cours, dans le cas d'un vote électronique. Il faut prouver que le vote chiffré qu'on met dans l'urne est bien formé, sans pour autant révéler ce qu'il y a. Donc bien formé, par exemple, j'ai voté pour au plus un candidat parmi les candidats de la liste, ou d'autres contraintes, mais bien sûr, je ne veux pas révéler pour quel candidat j'ai voté.
Et donc c'est là que des protocoles de vote électronique comme Bellenios, dont avait parlé Pierre Gaudry au premier séminaire, utilisent des preuves zero knowledge. Après, il y a bien d'autres circonstances où, de la vie quotidienne, où on a besoin de prouver des choses et on n'a pas forcément envie de révéler des informations personnelles. Par exemple, il y a assez d'argent sur mon compte pour faire cette transaction, mais sans que j'ai à révéler le montant que j'ai sur mon compte. Ou une problématique qui occupe un certain nombre de sites web aujourd'hui, faire prouver à leurs utilisateurs qu'ils sont majeurs. Mais sans qu'ils aient à révéler tout leur état civil. Donc ça, c'est la première famille d'applications. La deuxième famille d'applications, c'est autour de l'autorisation anonyme. Alors un exemple, donc je suis abonné à un quotidien du soir, et ce qui me permet, une fois que je me suis authentifié sur le site web du quotidien en question, d'aller voir tous les articles réservés aux abonnés, sauf que, comme je me suis identifié, le quotidien sait exactement quels articles je consulte. Et on pourrait imaginer un monde où je ne m'authentifie pas, mais je prouve, par une preuve zero knowledge, que je suis un abonné en règle, et à ce moment-là, avoir l'accès aux articles réservés aux abonnés, sans pour autant, tout en restant anonyme. Donc cette idée qu'on peut être autorisé à faire des choses sans forcément révéler son identité. Et ça, alors il y a une application bien connue dans le monde des crypto-monnaies. Un certain nombre de crypto-monnaies utilisent des preuves zero knowledge pour garantir l'anonymat des transactions. Si vous regardez des crypto-monnaies comme Bitcoin, les transactions sont pseudonymes, les gens sont identifiés par des numéros, mais elles ne sont pas anonymes. Une transaction, ça contient en fait l'historique complet des bitcoins mis en jeu depuis leur création et en passant par toutes les transactions qui ont été faites avec, donc c'est loin d'être complètement anonyme. Et donc certaines crypto-monnaies utilisent des preuves zero knowledge pour casser cet historique des monnaies virtuelles. Et puis, donc, la troisième grande catégorie d'applications, c'est pouvoir déléguer des calculs et avec des garanties que le résultat est correct. On a vu différentes manières de faire exécuter les calculs par quelqu'un d'autre, par exemple avec du chiffrement homomorphe. Après, soit on a confiance dans l'exécutant pour qu'il ne nous renvoie pas des résultats arbitraires ou des résultats d'un run précédent, etc. Soit on lui demande de prouver justement que le résultat est correct à l'aide d'une preuve zero knowledge. Et l'espoir, c'est que pour certains calculs, vérifier que le calcul a bien été fait, ça va être moins coûteux que de faire le calcul lui-même. Et ça, c'est utilisé là aussi dans le monde des crypto-monnaies et des blockchains. Le modèle de base d'une blockchain, c'est que, en particulier des blockchains qui contiennent des contrats, du code qui s'exécute pour savoir quelles transactions sont vraiment effectuées. Le modèle de base, c'est que tout le monde va exécuter, tous les mineurs, tous ceux qui participent à l'intégrité de la blockchain, sont censés exécuter ces calculs pour faire avancer l'état de la blockchain et puis se mettre d'accord après que c'est bien tout le monde a bien le même état. Bon, je simplifie grossièrement. Avec des preuves zero knowledge, on peut envisager un autre schéma où un petit nombre de participants effectuent une série de calculs et se contentent de poster, de faire vérifier par les autres une preuve, poste l'état final après cette série de calculs et une preuve qu'il a bien été obtenu en exécutant ces calculs-là et rien d'autre. Voilà, donc ça s'appelle des roll-ups, je crois, cette idée qu'on peut faire exécuter tout un paquet de transactions par un ou un petit nombre de participants qui vont faire une preuve zero knowledge qui va être ensuite mise dans la blockchain, qui va être vérifiée par tout le monde. Et c'est un composant important pour améliorer l'efficacité des blockchains et réduire le coût de maintenir la blockchain.
Bien, donc voilà 3 applications qui motivent un peu, et vous verrez plus d'exemples, je pense, dans l'exposé de séminaire de Michele Oro après le cours. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, d'abord, c'est donc un peu la forme générale. D'abord, donc parler de ce qu'on appelle les protocoles sigma, qui sont une forme un peu commune une forme commune à un grand nombre de protocoles Zero Knowledge interactifs, et ça permet de définir aussi quelles propriétés de sécurité on attend de ces protocoles. Ensuite, très brièvement, on verra comment passer les protocoles non interactifs. Et la fin du cours, qui sera plus technique, sera sur la notion de preuve succincte, donc de petite taille, indépendante de la complexité de l'énoncé, de la propriété à prouver, et comment on peut les construire par une approche à base de polynômes et d'évaluation de polynômes. Bien, donc commençons par les protocoles sigma. Donc c'est un peu une forme générale d'un protocole à 2 participants, donc Pierre le prouveur, Véronique la vérificatrice. Pierre doit convaincre Véronique qu'il connaît X tel que P de X, et il va y avoir 3 échanges dans ce protocole: une mise en gage, commitment en anglais, un défi, un challenge, et une réponse, response, et puis à la fin une vérification. Donc la première étape, c'est le prouveur qui joue le premier et qui va tirer au hasard ce qu'on appelle un commitment, un gage, en fonction de son secret, et il va l'annoncer à la vérificatrice. La vérificatrice va répondre par un challenge, un défi, qui lui aussi est choisi aléatoirement. Étant donné donc son secret et le challenge, le prouveur est censé produire une réponse, l'envoyer à la vérificatrice, et qui, elle, donc, dispose maintenant de 3 choses: le gage K, le challenge C, la réponse R, et qui va vérifier et dire oui ou non, je suis convaincu, ou non, je ne suis pas convaincu par la réponse. Et donc, alors, cette forme un peu particulière de zigzag dans la communication, en fait, le nom sigma vient de ça. Au début, je croyais que c'était juste parce que c'est un peu la forme d'un sigma majuscule. En fait, c'est encore plus tordu que ça. Il semble que ça vient de zig, comme dans zigzag, et de MA, qui sont les initiales de 2 auteurs qui ont un peu initié cette approche. Bon, donc, sigma. Alors, tout de suite, un exemple qui va nous servir beaucoup aujourd'hui, c'est le protocole de Schnorr, qui permet de prouver que l'on connaît un logarithme discret. Alors, ou en d'autres termes, qu'on connaît une clé secrète X qui correspond à une clé publique A pour le chiffrement d'El-Gamal. Donc, Pierre doit convaincre Véronique qu'il connaît un certain X tel que G puissance X égale A. G, c'est un générateur d'un groupe d'ordre Q, et A, c'est un élément de G qui est public, qui est une clé publique, donc qui est connue du prouveur, de la vérificatrice et peut-être même d'autres participants. Alors la première étape de mise en gage, ça consiste pour le prouveur à, d'une certaine manière, tirer au hasard une autre clé secrète Y et annoncer l'autre clé publique K, donc, qui est G puissance Y, qui correspond. Et vous verrez que c'est une étape essentielle. Si elle n'était pas là, en fait, le prouveur pourrait mentir sur le fait qu'il connaît X. Il pourrait faire des réponses plausibles même sans connaître X. Avec le gage, vous allez voir que ça ne va pas être possible. Donc il met ça en gage. Véronique répond par un entier aléatoire entre 0 et Q-1. La réponse du prouveur, ça va être cet entier, donc qui est une espèce de combinaison linéaire de ces 2 secrets. Il y a le vrai secret X, il y a le faux secret qu'il a mis, enfin il y a le secret temporaire qu'il a inventé pour la mise en gage. Et C, ça va être le coefficient fourni par la vérificatrice, ça va être le coefficient qui est mis ici. Et il envoie R, et maintenant la vérificatrice vérifie que G puissance R, c'est K fois A puissance C. Et on va voir que normalement ça passe par les propriétés de l'exponentiation, et que si ça passe, il y a de très très grandes chances que le prouveur connaisse X. Alors à quoi ça peut servir ce protocole ? Ben justement, c'est ma petite histoire d'abonné à un quotidien. Ça peut permettre à Pierre de s'authentifier si X est son mot de passe. Ça peut permettre à Pierre de prouver qu'il connaît le mot de passe, mais sans
donner le mot de passe, même temporairement, à la vérificatrice. Aujourd'hui, quand vous connectez sur un site web par mot de passe, le mot de passe est chiffré quand il passe sur Internet, mais il va être déchiffré au niveau du serveur, et lequel va le hacher et vérifier avec sa base de mots de passe hachés. Donc, brièvement, le serveur apprend votre mot de passe en clair. Et là, ça permettrait de faire la même chose. Imaginez que Véronique, la vérificatrice, c'est le serveur, et Pierre, le prouveur, c'est l'utilisateur. Ça permet aussi de montrer qu'on a le mot de passe sans jamais le donner. Bien, alors, c'est quoi les propriétés attendues d'un tel protocole de Zero Knowledge ? Alors, la propriété de base, c'est la complétude. Donc, si les deux participants suivent le protocole, si le prouveur connaît bien X tel que P de X, la vérification va réussir toujours. Il n'y a pas de fausse alarme. La correction, c'est maintenant que si la vérification réussit, alors, avec une probabilité très proche de 1, le prouveur connaît X tel que P de X. Autrement dit, s'il ne connaissait pas X, en fait, il aurait eu une petite chance de passer la vérification. Et la troisième étape, c'est la troisième propriété, c'est la non-divulgation de connaissances, le côté zero knowledge, et qui est que la vérificatrice n'apprend rien sur X qu'elle ne peut pas déduire du fait que P de X est vrai. Et alors, voyons voir comment on peut vérifier ça sur un protocole sigma donné. Bon, la complétude, c'est facile. Si vous avez cet échange, K est tiré de X par la fonction commit, C est tiré par la fonction challenge, R est produit par la fonction response, alors le prédicat vérifie KCR est toujours vrai. Et dans l'exemple du protocole de Schnorr, ce n'est pas très compliqué, puisque K c'est G puissance Y, A c'est G puissance X, R c'est cette combinaison linéaire de X et de Y, et si vous faites le calcul, G puissance R, eh bien c'est G puissance Y, G puissance XC, c'est-à-dire G puissance X à la puissance C, et c'est bien K fois A puissance C qui est la propriété vérifiée par la vérificatrice, donc ça passe. Bon, donc ça c'est la partie facile. La partie plus difficile à caractériser, c'est la correction. Le fait qu'il est improbable de passer la vérification si on ne connaît pas un X qui satisfait P de X. Et donc l'idée, j'espère que je vais arriver à l'expliquer, c'est... Bon, si le prouveur passe la vérification la plupart du temps, ça veut dire qu'il n'est pas en train de répondre au hasard, sinon il échouerait très très vite. Et s'il ne répond pas au hasard, c'est qu'il faut bien qu'il ait un moyen pour produire une réponse intelligente. Et l'idée, c'est que maintenant, si on pouvait aller examiner son code, et puis les valeurs de ces variables libres, comme on dit en programmation fonctionnelle, donc les valeurs des données auxquelles ce code peut accéder, on finirait par pouvoir en extraire un x tel que P de x. Alors il faut que l'extraction soit en temps polynomial, parce que sinon, si on a une extraction qui peut calculer les logarithmes discrets et tout, elle est trop puissante. Mais donc l'idée, c'est que si on avait vraiment le contrôle du prouveur, on pourrait extraire x. Et en fait, il y a une forme de contrôle particulière qui est simple et qui marche à tous les coups. C'est juste forcer le prouveur à exécuter 2 fois le protocole en mettant en gage le même gage K. Et pour la plupart des protocoles sigma connus, ça suffit en fait à partir des 2 réponses pour extraire x. Et alors comment on peut faire ça ? Vous pouvez imaginer par exemple, si on a vraiment le contrôle du prouveur, on peut perturber son générateur pseudo-aléatoire pour qu'il ne soit plus du tout aléatoire. On peut mettre un point d'arrêt. Oui, on peut utiliser un de ces débuggers qui permet de revenir en arrière dans le temps. Donc on met un point d'arrêt juste après la génération du gage. Et puis, du coup, on peut faire réexécuter avec le même gage. Enfin bref, si on a le contrôle du prouveur, on peut lui faire ce genre de choses. Et maintenant, donc, on a cette propriété de correction spéciale que, pour votre protocole, vous avez une fonction d'extraction, ext, en temps polynomial probabiliste, qui, à partir de 2 traces valides d'exécution, avec le même gage K, et des défis différents, C1 et C2, et des réponses R1 et R2. Donc, à partir de ces 2 traces, elle va vous retrouver un X qui satisfait X très probablement, ou même à coup sûr.
Dans l'exemple du protocole de Schnorr, c'est à coup sûr, parce que si vous avez, donc pour un cas donné, c'est-à-dire pour un Y, un secret temporaire Y donné, si vous avez deux combinaisons linéaires comme ça, ben vous pouvez éliminer Y en faisant R1 moins R2, et puis diviser par C1 moins C2, et vous avez retrouvé votre secret X. Donc vous voyez que l'extracteur est très simple. Si on a ces deux traces qui ont le même gage. Et donc la conséquence aussi, c'est qu'en un protocole sigma, un même gage ne doit jamais être réutilisé. Sinon, la sécurité du protocole est flanquée par terre. Donc ça, c'est la correction spéciale. Et il reste la notion de non-divulgation de connaissances, qui n'est pas non plus très facile à caractériser, le fait que la vérificatrice n'apprend rien sur X qu'elle ne pourrait déduire de P de X. Et là aussi, on va faire une espèce de voyage dans le temps ou de prise de contrôle d'un des participants. Mais cette fois-là, on va prendre le contrôle de la vérificatrice. Et l'idée, c'est que si le prouveur pouvait, d'une certaine manière, manipuler la vérificatrice, de manière à attendre d'avoir... Une fois que la vérificatrice a annoncé son challenge, le prouveur pourrait changer son gage et fournir une réponse valide. Et s'il peut faire ça même sans connaître x tel que p de x, d'accord, ou il peut faire ça pour n'importe quelle valeur de x, ben en fait, ça montre qu'on peut convaincre la vérificatrice sans vraiment connaître un x en particulier, ou peut-être même sans vraiment la connaître, à condition juste de pouvoir anticiper le challenge qu'elle va fournir, ce qui n'est pas vrai dans le protocole normal. Bon, donc là encore, je ne suis pas sûr de l'avoir très bien expliqué, mais en tout cas, formellement, cette propriété est facile à calculer, à définir, pardon, et elle se caractérise par l'existence d'une fonction de simulation qui, étant donné un challenge, vous produit un gage et une réponse plausible. Donc de telle manière que la trace KCR va passer la vérification. Et dans l'exemple du protocole de Schnorr, c'est très facile. Si vous avez un challenge C donné, vous pouvez choisir une réponse R aléatoire et fabriquer le gage qui va bien et qui, vous voyez, ne fait pas intervenir le X, le secret X. Et du coup, la vérification passe, comme vous pouvez le vérifier facilement. Voilà. Alors, on va généraliser un petit peu le protocole de Schnorr qu'on vient de voir, parce qu'il y a un certain nombre d'autres protocoles utiles qui suivent exactement le même schéma. Et ça a été observé par Maurer en 2009. Donc la généralisation, vous avez deux groupes, G et H d'ordre Q. Vous avez un morphisme phi de G dans H qui est difficilement inversible, donc one way. Pensez à l'exponentiation, par exemple, et dont le problème inverse, le logarithme discret, est difficile. Et maintenant, on veut avoir une preuve zero knowledge, étant donné un élément A de H qui est public, une preuve zero knowledge du fait que le prouveur connaît un antécédent de A, connaît un X tel que phi de X est égal à A. Et donc le protocole, c'est une variante simple de celui de Schnorr. Le prouveur, dans sa mise en gage, choisit un élément aléatoire, publie son image, phi de Y. La vérificatrice envoie un défi qui est un entier aléatoire. Le prouveur fournit comme réponse y fois x puissance c, où c est le challenge. Et la vérification, c'est que phi de r doit être égal à k fois a puissance c. Et oui, je ne sais pas si j'ai bien mentionné que phi doit être un morphisme pour les opérations de groupe. Et du coup, la complétude, elle est facile à montrer, d'accord, si toutes les conditions du protocole sont vérifiées. Phi de r, c'est bien phi de y fois phi de x puissance c, parce que phi est un morphisme, et donc c'est bien égal à k fois a puissance c. Pour la correction, là aussi, avec deux exécutions qui partent du même gage, on a un extracteur qui retrouve x par division et exponentiation Et pour le côté zero knowledge, pour un challenge donné, on peut simuler facilement une exécution valide, encore une fois avec une réponse aléatoire et un gage construit sur mesure.
Donc voilà, et ce protocole de Maurer, il est intéressant parce qu'il a plein de cas particuliers intéressants. Il unifie plein de cas particuliers qui sont intéressants dans d'autres protocoles cryptographiques. Donc on a déjà vu le protocole de Schnorr, la connaissance d'un logarithme discret, et ça correspond à Maurer avec comme morphisme phi de x égale g puissance x. À peu près à la même période que Schnorr, il y a Guillou et Kiskater qui avaient publié un protocole qui montre la connaissance d'une racine EIM modulo M d'un nombre. Et donc ça, c'est plutôt... Si ça, c'est connaître la clé secrète d'un chiffrement Elgamal, ça, c'est connaître d'une certaine manière la clé secrète, enfin, connaître une des clés, connaître la clé secrète, pardon, d'un chiffrement de type, ou une signature de type RSA. Et là aussi, c'est un morphisme phi de x, qui est cette fois-ci x puissance E modulo M, et qui vous donne le protocole. Un autre protocole qui est utilisé, on l'avait même mentionné dans le premier cours, c'est Schaum-Pedersen, qui consiste à montrer qu'on connaît un x qui est à la fois le logarithme discret de A dans la base G et de B dans la base H. Donc cette fois-là, on vous donne deux nombres, et il faut montrer qu'on connaît un logarithme discret et qui est le même. Dans deux bases différentes, ça encore c'est le protocole de Maurer, mais avec phi de x, voilà, qui est une paire d'exponentiation, g puissance x, h puissance x. Et une application de Schaum-Pedersen, c'est de montrer qu'une paire AB est bien un chiffré Elgamal correct du message M. Et donc ça, c'est montrer que A est de la forme g puissance x, B est de la forme h puissance x fois M pour un certain x. Et ça se montre en utilisant le protocole de Schaum-Pedersen avec A qui est A et B qui est B divisé par M. Voilà, donc quelques exemples de protocoles qui rentrent dans ce framework. Et maintenant, pour finir, on va montrer un résultat qu'on avait aussi utilisé dans le premier cours, qui est que si vous avez des protocoles sigma pour les deux propriétés P1 et P2, vous pouvez construire une preuve sigma pour la disjonction P1 ou P2. Donc vous pouvez prouver que vous connaissez x tel que ou bien P1 de x est vrai, ou bien P2 de x est vrai, mais vous n'allez pas révéler si c'est P1 ou si c'est P2 qui est vrai. Et l'exemple qu'on avait pris au premier cours, c'est de prouver qu'un bulletin de vote chiffré avec Elgamal est soit un chiffré de 0, soit un chiffré de 1, bien sûr, sans révéler dans quel cas on se trouve, parce que ça révélerait le vote. Mais si on peut prouver ça sans révéler dans quel cas on se trouve, on a prouvé la validité du bulletin, tout en préservant le secret du vote. Et alors, être un chiffré de 0 ou être un chiffré de 1, on a le protocole qui va bien, ici. Et maintenant, il ne reste plus qu'à construire un protocole pour la disjonction. Et alors c'est joli parce que ça va utiliser justement le fait qu'il existe des simulateurs, cette propriété qui est essentielle à l'aspect zero knowledge des choses. Et l'idée c'est que le prouveur va répondre à un défi avec une paire de réponses. Il y aura une vraie réponse, celle qui correspond à la propriété PI qui est vraie et qui va être construite avec la fonction réponse du protocole correspondant. Et pour l'autre réponse, ça va être une réponse simulée, qui va être construite avec le simulateur pour l'autre protocole. Donc, du coup, les gages, ça va être des paires de gages pour les protocoles P1 et P2. La réponse, ça va être un quadruplet avec deux réponses R1 et R2, deux challenges C1, C2. R1 est une réponse au challenge C1, R2 au challenge C2. Et en fait, la réponse à un défi C, donc ça va être un quadruplet comme ça, tel que C, c'est le XOR des deux C1 et C2, et puis les deux vérifications des protocoles 1 et 2 passent. Et donc vous remarquez bien que la vérification est symétrique en P1 et P2, il n'y a rien qui indique laquelle des deux propriétés est vraie. Alors maintenant, comment est-ce qu'on produit la preuve d'une disjonction ? Donc là, on va le faire dans le cas où P1 est vrai. Si c'est P2, vous échangez les indices. Donc on suppose que P1 de x est vrai. Bien sûr, on n'a pas de preuve pour P2 de x en général. P2 de x peut très bien être fausse. Alors, on va en simuler une pour un défi C2 qui est choisi par le prouveur pendant la mise en gage. Donc c'est ça l'astuce. Donc la mise en gage, ça consiste à prendre un gage pour le protocole P1,
Ça consiste à tirer au hasard un challenge pour le protocole C2 et pour le protocole P2, donc ça c'est le prouveur qui le fait, et à simuler une réponse à ce challenge C2, ce qui va nous donner un autre gage K2 et une réponse toute prête R2. Donc le prouveur, il va garder bien sûr C2 et R2 pour lui. Il va transmettre K1 et K2 à la vérificatrice comme gage. La vérificatrice envoie son challenge. Le prouveur forme C XOR C2, ce qui va lui donner un nouveau challenge pour lequel il va produire une réponse, puisque la propriété P1 de X est vraie. Renvoyer C1, C2, R1, R2, et la vérification devrait bien se passer maintenant. C est bien égal à C1 XOR C2, par construction, par choix de C1. La vérification de K1, C1, R1 va passer, puisque ça a été obtenu légitimement, par une vraie réponse et un vrai commitment. Et la vérification de K2, C2, R2 va passer, parce que c'est produit par simulation. Voilà. Donc un très joli protocole, et qui permet de combiner donc, des protocoles sigma arbitraires. Bien. Alors maintenant, on va passer rapidement à la question de faire des preuves non interactives. Donc jusqu'ici, l'épreuve sigma, il y a une interaction, il y a ces 3 messages à échanger, et on a bien dit qu'on ne pouvait pas, notamment on ne pouvait pas réutiliser l'étape de mise en gage, ça permettrait des attaques. Pourtant, cette interaction, ce n'est pas toujours très commode. Imaginez la validité d'un bulletin de vote. Un électeur, une fois qu'il a mis son bulletin de vote dans l'urne, il ne veut pas avoir à interagir avec l'autorité qui dépouille le vote. Il ne veut pas être appelé au téléphone par l'autorité qui dit « Ah, écoutez, on a quelques questions à vous poser sur votre bulletin. Vous n'allez rien révéler, d'accord, mais quand même, pourriez-vous me dire quelle est la réponse au challenge suivant ?» Donc ça ne marche pas. Même chose pour les applications dans les blockchains. Une fois qu'on met une preuve dans la blockchain, on veut que ça puisse être vérifié par un certain nombre d'acteurs qui maintiennent la blockchain sans avoir à interagir avec la personne qui a mis la chose dans la blockchain au début. Donc il faut des preuves non interactives. Et en fait, il y a une manière très systématique de transformer un protocole sigma interactif en un protocole non interactif. Et l'idée, donc on va regarder un peu à nouveau la tête d'un protocole sigma. L'idée, c'est que le challenge n'a pas 100% besoin d'être choisi aléatoirement par la vérificatrice. D'accord ? En fait, n'importe qui pourrait choisir C, pourvu que, d'abord, C est choisi après la mise en gage. Enfin, le prouveur, quand le prouveur apprend C, il ne peut pas changer son gage. C n'est pas contrôlé par le prouveur, parce que sinon il pourrait en choisir un qui tombe pile dans le mensonge qu'il essaye de construire. Et puis, en gros, C est pseudo-aléatoire, au sens où C n'a pas de propriétés statistiques très intéressantes, qui permettent de le distinguer facilement d'un vrai nombre aléatoire. Et donc l'idée publiée pour la première fois par Fiat et Shamir, je vais remettre la référence ici, c'est que, en fait, au lieu de tirer ce challenge au hasard, on va utiliser une fonction de hachage pour le produire, comme une fonction du gage K et des paramètres publics PP du problème. Un paramètre public, par exemple, pour Schnorr, c'est A. On veut connaître le logarithme discret de A, donc A, c'est un des paramètres publics du problème. Donc la fonction de hachage ici, c'est une fonction de hachage cryptographique, type SHA-256, etc. Et parce que c'est des fonctions qui ont des propriétés assez intéressantes du fait que leurs valeurs en différents points ne sont pas corrélées, statistiquement ressemblent beaucoup à des nombres aléatoires, mais c'est quand même des fonctions. Si vous les demandez 2 fois la valeur en point x, vous allez obtenir 2 fois la même réponse. Et en fait, donc il y a un modèle un peu théorique pour raisonner sur ces trucs-là, qui s'appelle le modèle de l'oracle aléatoire. Et donc, il y a vraiment une fonction tirée au hasard, et donc ces valeurs en différents points n'ont aucune corrélation statistique.
Et dans ce modèle de l'oracle aléatoire, on peut montrer effectivement que le C qu'on obtient comme ça est aléatoire et que par ailleurs, on ne peut pas manipuler K, étant donné qu'on a, pour obtenir le C qu'on veut, ou étant donné un C, on ne peut pas trouver le K qui va bien. Après, il y a une petite controverse dans le monde des cryptographes pour savoir si est-ce que l'oracle aléatoire est réellement réalisé par les fonctions, est-ce qu'on peut vraiment le réaliser, et en particulier, est-ce que les fonctions de hachage cryptographique usuelles, comme SHA-256, sont une bonne approximation de l'oracle aléatoire ou pas. Il se trouve que, en pratique, oui. Donc en pratique, on peut utiliser une fonction comme SHA-256 pour faire ce genre de construction, et jusqu'ici, personne n'a trouvé de faiblesse. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais c'est pour ça qu'on parle d'heuristique de Fiat-Shamir, et non pas de protocole de Fiat-Shamir, parce qu'il n'y a pas de preuve de sécurité au sens des cryptographes. Bien, donc, comment ça se passe avec l'heuristique de Fiat-Shamir? Eh bien, vous voyez qu'on peut faire les trois étapes du protocole par le prover. La mise en gage, donc il choisit un gage K qui va bien pour son nombre X, et avec de l'aléa, bien sûr. Le défi, qui est une fonction de K et des paramètres publics, fonction de hachage. La réponse, qui est précalculée une fois pour toutes. Du coup, il peut publier K et R, et tout le monde maintenant peut vérifier, d'abord en recalculant C, avec la fonction de hachage, et en utilisant le prédicat vérif KCR. Et cette vérification, elle peut avoir lieu à tout moment, sans interaction avec le prover, une ou plusieurs fois, exactement ce qu'on voulait pour des applications comme le vote électronique ou les blockchains. Voilà. Maintenant... ah oui, et je voulais finir par un exemple de preuve non interactive. Donc je vous affirme que je connais le logarithme discret du nombre A que vous voyez ici, dans la base G que vous voyez ici, dans Z sur PZ, où P est le nombre premier que vous voyez ici. Et non seulement je vous l'affirme, mais je vous le prouve avec ce défi K et cette réponse R qui sont valides pour le protocole de Schnorr, en utilisant SHA-256 comme fonction de hachage. Et donc, d'ici au prochain cours, vous pouvez, je pense, vérifier ce certificat si vous voulez. En revanche, vous aurez beaucoup de mal à trouver le logarithme discret de A. Voilà. Bien, et maintenant, on va passer à la deuxième partie du cours, qui est donc la construction de preuves non interactives succinctes pour une classe très large de propriétés. Alors, le schéma est un peu long. Donc, on va commencer par des considérations un peu bizarres sur des circuits et sur des polynômes. Mais restez avec moi, vous verrez, à la fin, tout s'assemble joliment. Alors, on va parler de circuits, mais ça ne va pas être les circuits combinatoires booléens qu'on a déjà beaucoup utilisés, ça va être des circuits arithmétiques. Donc maintenant, les fils, au lieu de prendre les valeurs 0 et 1, ils prennent des valeurs dans un corps, c'est des nombres, tirés d'un corps FQ d'ordre Q, Q étant assez grand. Et quand on a des nombres assez grands, on peut faire plein de choses avec, y compris des polynômes. Bien. Les portes de base, ça va être un peu toujours les mêmes, c'est l'addition, la multiplication, et puis émettre une constante, un nombre sur un fil. Donc, et la particularité de ces circuits, c'est que ce n'est pas juste des circuits qui définissent des fonctions, donc les valeurs des sorties en fonction des entrées, c'est aussi des circuits qui expriment des contraintes. Certains fils doivent avoir certaines valeurs, et ça se fait simplement, on peut contraindre la sortie d'une porte à être égale à une constante, ou à la sortie d'une autre porte, ce qui est égal à une constante, c'est égal à la sortie d'une porte constante, d'accord ? Et ça, dans un circuit normal, c'est pas permis, d'accord, ou ça fait griller le circuit. Et là, non seulement c'est permis, mais ensuite, on va s'appuyer là-dessus pour dire, vous voyez, si le circuit n'a pas grillé, c'est donc qu'on avait les bonnes valeurs sur les fils. Alors, l'exemple typique, et que je vais utiliser beaucoup, c'est un petit bout de circuit, isboule de B, qui a un fil d'entrée B, et qui prouve que B, c'est soit 0, soit 1. Et toute autre valeur de B va faire griller le circuit, ou va bloquer l'exécution du circuit.
Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que b fois b-1 est égal à 0. D'accord? Donc si b vaut 0, ça marche, si b vaut 1, ça marche, et si b n'est ni 0 ni 1, ça ne marche pas. Et le circuit qui calcule b fois b-1, vous le voyez ici, donc on a un multiplicateur de b avec plus b-1, et on le branche sur la porte 0, qui force la sortie à être égale à 0. D'accord? Bon. Et alors, avec ce type de circuit, on fait plein de choses. Par exemple, voici un multiplexeur. Donc, le multiplexeur, c'est le if then else de notre langage. If b, then u else v. Donc, la sortie, c'est u si. J'ai réussi à me tromper dans mes fils. La sortie, c'est u si b est vrai et v si b est faux. Et donc, veuillez intervertir u et v ici. Donc, comment est-ce qu'on réalise ça? On va faire la formule b fois u plus 1 moins b fois v. Mais celle-là, elle est correcte seulement si b vaut 0 ou 1. Si b vaut 2 ou 3 ou 4, ça ne va pas vous donner le bon résultat. Donc, on va utiliser notre petit circuit Isboule de tout à l'heure pour contraindre b à être 0 ou 1. Ici, on va faire b fois u. Ici, on va faire 1 moins b, si je ne me suis pas trompé. On va faire 1 moins b fois v. On va additionner ces deux nombres et ça nous donne bien le résultat de la conditionnelle. D'accord? Alors, une fois... Oui, alors ce qu'on peut faire aussi, donc on peut facilement mélanger, en fait, nombre manipulé de manière native et nombre manipulé comme une collection de bits. Par exemple, le fait que A se décompose en binaire sous la forme avec les chiffres B0, B1 jusqu'à Bn. Et on construit le schéma suivant. Donc on écrit A comme une somme de B0 plus B1 fois 2 plus B2 fois 4 plus Bn fois 2 puissance n. À chaque fois, on lui met un petit circuit Isboule pour contraindre les bits B0, B1, Bn à être 0 ou 1. D'accord? Et voilà, on a notre décomposition binaire. Et alors ce circuit, vous pouvez le faire tourner entre guillemets dans plein de sens. Par exemple, vous pouvez fixer les valeurs des fils B0, Bn, et du coup, ça va forcément vous déterminer la valeur de A. Mais vous pouvez aussi fixer la valeur de A, et du coup, demander au circuit de montrer qu'il existe des B0, B1, Bn. Et ça, en fait, c'est une manière un petit peu détournée de montrer que A est strictement plus petit que 2 puissance n plus 1. D'accord? Parce que sinon, il ne pourrait pas s'écrire avec n plus 1 chiffre binaire. Bon. Et puis, alors on peut faire des choses encore un peu plus compliquées. Par exemple, on peut faire l'exponentiation, élever x à la puissance a, et ça va même être une exponentiation rapide par l'algorithme du paysan russe, à condition de pouvoir écrire a comme sous forme binaire. Mais on sait déjà faire ça. Donc si on peut écrire A comme B0 plus 2B1 plus 2 puissance n Bn, alors on va former ce très joli petit circuit. Donc Y, ça va être le produit d'un certain nombre de résultats intermédiaires. Le premier résultat intermédiaire, c'est 1 si B0 est faux et X si B0 est vrai. Le deuxième résultat intermédiaire, c'est 1 si B1 est vrai et X au carré si B1 est vrai. Et jusqu'à Bn, jusqu'au dernier résultat intermédiaire qui vaut 1 si Bn est faux et x puissance 2 puissance n si Bn est vrai. Et donc cette série des puissances de x élevées à une puissance de 2, vous l'obtenez par une série d'élévations de carrés, d'opérateurs qui prennent le carré de leur argument. Voilà. Et alors, encore une fois, ce circuit il est utilisable de plusieurs manières. Par exemple, si vous fixez x et les bi, vous calculez l'exponentielle x puissance a. Mais si vous fixez x et y, eh bien, vous montrez l'existence des bi telles que y est une certaine puissance de a. Et donc, ce circuit prouve la connaissance du logarithme discret de y en base x. D'accord ? Donc, on commence à voir se dessiner un lien avec l'épreuve Zero Knowledge. Alors, mais comment on va raisonner, comment on va travailler sur ces circuits? Et donc, on va les mettre en équation.
d'abord en équation, puis en polynôme. Donc l'idée de la mise en équation, c'est, bon, déjà on peut décomposer le circuit en macro-portes, donc en mini-circuits, où il y a exactement une porte produit non triviale, c'est pas un produit par une constante. Il y a 2 entrées et une sortie, et qui vont être des combinaisons affines de différents fils. D'accord. Par exemple, pour le circuit Isboule, vous avez une multiplication, dont les arguments, c'est 2 combinaisons affines, juste d'une entrée B, donc il y a B-1, et puis la sortie, c'est la combinaison affine triviale, qui est la constante 0. D'accord. Donc vous pouvez toujours mettre votre circuit comme un ensemble de mini-circuits comme ça. Et après tout, vous pouvez toujours dire qu'il y a toutes les entrées, que ces combinaisons affines prennent tous les fils du circuit, tous les fils restants du circuit en entrée. Il suffit de mettre des coefficients 0 pour les fils qui ne sont pas pertinents. Et du coup, eh bien, donc si on se donne les valeurs des fils, W1 jusqu'à Wn, et pour nous simplifier la vie, on va prendre W0 égale 1, donc on suppose qu'on a un fil qui est toujours égal à 1. Du coup, ça va permettre d'utiliser des combinaisons linéaires au lieu de combinaisons affines. On va utiliser le fil W0 pour construire les constantes. Et donc maintenant, les 2 entrées A et B et la sortie C de la porte produit, c'est des combinaisons linéaires des WI. Il y a des coefficients A0 AN, B0 BN, C0 CN, qui permettent d'écrire A, B et C comme ça. Et puisque c'est une porte de multiplication, on a forcément C égale A fois B, et on obtient une contrainte de ce type. D'accord. Donc le produit de 2 combinaisons linéaires des fils est égal à une combinaison linéaire des fils, et les coefficients ne dépendent que de la géométrie du circuit, du mini-circuit. Maintenant, notre vrai circuit, c'est un ensemble de mini-circuits, et donc on obtient un système d'équations de cette forme, où les inconnus, c'est les W0, Wn. Alors on appelle ça un système de contraintes de rang 1, rank 1 constraint system, même si en fait ce sont des équations du second degré, dans les WI, d'accord, puisque vous faites des produits de combinaisons linéaires, mais enfin bon, ça s'appelle rang 1. Et encore une fois, les coefficients, AIJ, BIJ, CIJ qui apparaissent dans ce système, décrivent la structure du circuit, ne dépendent que du circuit. Et connaissant les coefficients, vous pourrez reconstruire le circuit, bien sûr. Bien, donc ça c'est la première étape d'arithmétisation d'un circuit d'une certaine manière. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de coder tout ça avec des polynômes. Et vous allez voir assez rapidement pourquoi les polynômes sont intéressants dans un contexte de preuve sans connaissance, de zero knowledge proof. Donc on va se donner m points de x1, xm distincts de notre corps FQ, et le point xj va servir d'une certaine manière d'identifiant à la macroporte numéro j. Et donc maintenant, on va utiliser l'interpolation de Lagrange pour construire des polynômes, A0, AN, B0, BN, C0, CN, de degré m, qui d'une certaine manière, vont prendre les valeurs petit a, petit b, petit c au point x. Alors, c'est peut-être pas super clair, mais en gros, par exemple, le polynôme grand A1, il va prendre ces différentes valeurs quand x varie de x1 à xm. D'accord. Et puis le polynôme B0, il va prendre les valeurs de cette colonne ici, le polynôme C0, les valeurs de cette colonne-là, et ainsi de suite pour toutes les autres colonnes. Donc c'est juste une manière de compresser toutes ces colonnes avec des polynômes, et on va former donc le polynôme qui est la combinaison linéaire des polynômes grand A, grand B et grand C, avec comme coefficient les valeurs des fils, et on va faire donc le produit du polynôme formé par les grands A, du polynôme formé par les grands B, et soustraire le polynôme formé par les grands C, les sorties. Et quel est le résultat de cette manip ? C'est que le circuit initial s'exécute correctement, où le système de contraintes d'ordre 1 est satisfait, si et seulement si ce polynôme s'annule en chacun des points xj. D'accord ? Puisque en un point xj, le fait qu'il s'annule en un point xj montre que la ligne correspondante ici est satisfaite.
Et donc, le fait donc, que P s'annule au point xj, ou que les xj sont des racines de P, ça peut aussi s'écrire sous forme de divisibilité du polynôme, c'est-à-dire que P peut s'écrire comme un produit de polynômes h fois t. T, c'est le target, c'est le polynôme cible, c'est le polynôme trivial qui s'annule en x1, x2, xm. Et quand on dit que P s'annule en ces points, ça veut dire que toutes les racines de T sont des racines de P, et ça veut dire donc que T divise P de manière exacte, sans reste. Bon. Donc là, on est en train de dire toujours la même chose, qu'il y a des valeurs des fils W0, Wn qui fait que le circuit s'exécute bien, mais sous une forme qui va nous être pratique tout de suite. Alors oui, donc le lien avec les preuves zero knowledge. Nos preuves, rappelez-vous, ce sont des arguments de connaissance. Je connais des valeurs x telles qu'une certaine propriété de ces valeurs x est vraie. Maintenant, si la propriété elle peut s'exprimer comme un circuit C, par exemple, il existe un logarithme discret de A en base G. L'argument devient « je connais des valeurs des fils W qui font que mon circuit est satisfait, que mon circuit s'évalue correctement ». Et une fois que vous avez transformé votre circuit en QAP, oui, j'ai oublié de dire que ça s'appelle des quadratic arithmetic programmes, des programmes quadratiques arithmétiques. Programme ici étant, on va prendre dans un sens assez mathématique, hein, c'est plutôt une description, disons, sous forme quadratique. Bien, donc après transformation en QAP, l'argument devient je connais des valeurs des fils W qui satisfont le circuit C, devient je connais des valeurs W et un polynôme H, tel que si je forme donc cette combinaison linéaire des polynômes AI, cette combinaison linéaire des polynômes BI, cette combinaison linéaire des polynômes CI, eh bien, ça donne un polynôme divisible par le polynôme cible grand T, c'est-à-dire donc je connais un polynôme H qui va satisfaire cette équation. Et donc dans cette écriture, les polynômes AI, BI, CI et le polynôme cible T sont connus de tous, ne dépendent que de la structure du circuit. D'accord. Et en revanche, le secret, c'est W et grand H. Enfin, le secret est la preuve. Oui, c'est la connaissance de W et de grand H. Bien. Et donc, maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier ce type de... Comment est-ce qu'on va pouvoir produire des preuves zero knowledge d'une affirmation comme ça? Alors, c'est là qu'il faut encore faire un petit détour, cette fois-là par un problème avec des polynômes, mais un peu plus simple. Alors on va commencer par un problème avec des polynômes vraiment très simple. Vous avez deux participants, Alice et Bob, qui chacun connaissent un polynôme de degré n. Donc ils ont des coefficients A0 à n pour Alice, B0, Bn pour Bob. Et ils voudraient s'assurer qu'ils ont en fait construit le même polynôme. Alors il y a une preuve qui est tout à fait naïve, qui consiste à d'abord faire une preuve, un échange qui montre que A0 est égal à B0, puis un deuxième échange que A1 est égal à A1, puis un dernier échange qui montre que AN est égal à BN. Et ça vous donne une preuve de taille proportionnelle à n, proportionnelle au degré des polynômes. En fait, vous traitez juste vos polynômes comme des vecteurs, comme des n-uplets. Mais il y a une preuve succincte qui est de taille constante et indépendante de n, qui consiste simplement à évaluer les polynômes a et b en un point z aléatoire, et puis à regarder les valeurs. Si vous avez la même valeur, a de z égale b de z, alors j'affirme que a égale b avec une très très forte probabilité. Alors pourquoi ça? Vous savez bien que si vous avez deux polynômes a et b de degré n et qui sont différents, ils sont égaux en au plus n points. D'accord? Là, vous avez deux cubiques qui se croisent en 3 points. Si elles se croisaient en un quatrième point, elles seraient forcément égales.
parce que n plus un point suffisent à déterminer complètement un polynôme de degré n, d'accord, par les constructions de Lagrange ou autres. Et du coup, si deux polynômes ont les mêmes valeurs en n plus un point, ils sont forcément égaux. Et donc, si on est dans un corps fini FQ, d'ordre Q très grand devant n, et que vous tirez un z au hasard dans FQ, la probabilité que ce soit un des points d'égalité de vos deux polynômes, elle est très faible, c'est n sur Q. D'accord ? Et pour tous les autres points que vous tirez au hasard, ce ne sera pas un point d'égalité si vos polynômes sont différents. Et donc, si vos polynômes sont égaux en z, on a A égale B avec une très forte probabilité, 1 moins n sur Q. D'accord ? Et donc, cette observation triviale, on va maintenant s'appuyer dessus jusqu'à la fin du cours. Et en particulier, donc, on va s'appuyer dessus pour faire un petit protocole qui répond à un problème plus simple que celui des circuits quadratiques, qui est de montrer qu'un polynôme a certaines racines, admet un certain nombre comme racines. Donc Pierre a un polynôme grand P, et il veut convaincre Véronique que son polynôme s'annule dans les points x1, xn. Et donc, la vérificatrice, elle va former le polynôme cible, x moins x1, x moins xn. Elle va tirer un z aléatoire et envoyer tout ça au prouveur. Et maintenant, la tâche du prouveur, c'est de montrer que P est divisible, de diviser P par le polynôme cible. Et il faut que la division tombe juste, d'accord ? Et c'est le fait que la division tombe juste qui va nous montrer que P a bien les racines attendues. Et pour prouver qu'il a réussi à faire cette division et qu'elle tombe juste, il va évaluer son polynôme grand P et son polynôme grand H au point Z aléatoire, envoyer les valeurs à la vérificatrice, laquelle va vérifier que P c'est H fois T de Z, la valeur du polynôme cible en Z. Et si cette égalité est vraie, ça veut dire qu'avec une forte probabilité, on a que le polynôme P est égal au polynôme H fois T, d'accord, puisqu'ils sont égaux en un point aléatoire. Et donc, x1 et xn sont racines de P. C'est QFD, d'accord ? Alors, le problème, c'est qu'il y a plein de manières de tricher. Dans ce protocole, le prouveur peut faire des réponses plausibles alors que son polynôme ne divise rien du tout, et pas du tout divisible. Par exemple, au lieu de prendre h qui est ça, il va prendre h aléatoire, et puis il va prendre p qui est t de z fois h, d'accord ? Et donc forcément, on aura cette égalité, mais on n'a rien prouvé, on n'a pas prouvé de propriété de p. Et donc, maintenant, on va empêcher le prouveur de faire ce genre d'astuce en utilisant du chiffrement et du calcul homomorphe. Donc l'idée, c'est, au lieu de donner Z en clair au prouveur, ce qui lui permet de faire des choses bizarres, par exemple de calcul, on va lui transmettre Z sous une forme chiffrée, et même une forme chiffrée authentifiée, qui va limiter énormément ce qu'il peut faire. Alors, on va utiliser comme chiffrement une fonction E, grand E, qui est fonction d'évaluation, ça s'appelle dans la littérature. Donc c'est une de ces fonctions à sens unique, one way. Donc, en fait, c'est même pas du chiffrement parce qu'on n'a pas besoin de déchiffrer. D'accord ? On a juste besoin, étant donné un nombre, de pouvoir le masquer, le hacher en quelque chose. Et donc ça, c'est ce que fait la fonction en E. Et cette fonction, elle doit être homomorphe pour l'addition et la multiplication par une constante. Donc l'évaluation, le haché d'une somme x plus y, ça doit être une certaine combinaison, plus dans un rond, des hachés de x et de y. Et de même, le haché de c fois x, ça doit être une certaine opération de c et du haché de x, que je vais noter point dans un rond. Mais il ne faut surtout pas que ce soit homomorphe pour la multiplication générale. Donc là, dans les cours 2 et 3, on s'était vraiment arraché pour construire des chiffrements complètement homomorphes. Là, on ne veut surtout pas, on veut un chiffrement qui soit vraiment très minimum homomorphe.
Et donc tel que le chiffré ou le haché de x fois y ne peut pas être déterminé en temps polynomial à partir de e de x et de e de y. Et alors ces contraintes, elles sont très faciles à satisfaire en fait. Et il suffit de prendre un groupe où le logarithme discret est difficile à calculer, et de générateur petit g, et on va définir notre chiffré comme étant e de x et g puissance x. D'accord, donc on élève le générateur à la puissance x. Donc on a bien les propriétés homomorphes désirées. E d'une somme, c'est le produit des E, donc l'équivalent homomorphe de l'addition, c'est le produit dans le groupe G. Et E d'un produit C fois X, c'est E de X à la puissance C. Donc l'équivalent homomorphe de la multiplication par une constante, c'est l'élévation à la puissance. Et, mais, rappelez-vous l'hypothèse Diffie-Hellman qu'on avait mentionnée au deuxième cours, à partir de g puissance x et de g puissance y, il n'y a pas de manière simple de calculer g puissance xy. La seule manière connue, c'est de retrouver soit x soit y par logarithme discret, et ça, c'est coûteux. Et alors, il y a encore une propriété intéressante dans ce chiffré, qui est en général à éviter pour les vrais schémas de chiffrement, mais qui là est très utile, qui est que l'égalité des chiffrés implique l'égalité des clairs, modulo Q. D'accord. Donc on peut tester des égalités sur la forme chiffrée des données. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tel chiffrement homomorphe? Donc, on peut évaluer homomorphiquement des combinaisons linéaires. Si vous connaissez les chiffrés de x1 et xn, vous pouvez trouver facilement le chiffré de cette combinaison linéaire. En revanche, en général, on ne peut pas évaluer des polynômes puisqu'on ne sait pas multiplier deux chiffrés. Mais si on me donne les chiffrés des puissances d'un nombre z, donc E de 1, E de z, E de z carré, jusqu'à E de z puissance n, alors je peux évaluer homomorphiquement P de z pour tout polynôme P de degré n, ou plus n, puisque c'est à nouveau une combinaison linéaire. Cette fois-ci, c'est une combinaison linéaire des z puissance 0, z puissance 1, jusqu'à z puissance n. D'accord ? Donc je peux évaluer homomorphiquement tout polynôme P de degré inférieur ou égal à n. En revanche, je ne peux pas évaluer un polynôme de degré n plus 1 parce que je ne sais pas ce que c'est que le chiffré de z puissance n plus 1, et je n'ai aucun moyen de le trouver. Bien. Et donc, essayons de corriger notre protocole, où cette fois-ci, on va faire calculer homomorphiquement le prouveur. Donc la vérificatrice, elle choisit son polynôme cible, comme toujours, elle choisit son z aléatoire, et au lieu de le transmettre en clair au prouveur, elle transmet les puissances de z chiffrées, donc z puissance i, pour i qui va de 0 jusqu'à n. Et donc, armé de tout ça, le prouveur peut faire cette division de polynômes, et il peut évaluer homomorphiquement les polynômes p et h, qui sont de degré inférieur ou égal à n, et envoyer donc les valeurs de ces chiffrés de ces polynômes au point z. Et du coup, la vérificatrice, elle peut vérifier que le chiffré donc de la valeur de P en Z, c'est T de Z multiplié homomorphiquement par le chiffré de la valeur de H en Z. D'accord ? Et donc, on a progressé, on a quand même limité le genre de choses que peut faire le prouveur, mais ça ne suffit toujours pas, je suis désolé. Par exemple, le prouveur il peut prendre pour H le chiffré d'un nombre R aléatoire et construire la valeur P qui va bien, qui va passer ce test, parce qu'il est capable de calculer les valeurs de T en Z. Il a suffisamment de puissance de Z chiffrée pour faire ce calcul. Bon, donc on n'y est pas encore tout à fait. Et donc dernière astuce, c'est qu'on va manipuler des données qui sont non seulement chiffrées, mais aussi authentifiées, au sens où, en particulier, le prouveur va pouvoir fabriquer une valeur comme ça, mais il ne va pas pouvoir l'authentifier, il ne va pas pouvoir fabriquer le code qui montre que c'est une valeur chiffrée correcte.
Donc, l'idée, c'est simplement que la vérificatrice va avoir un secret supplémentaire, K, et du coup, un chiffré authentifié de X est une paire de chiffrés. Il y a un chiffré de X et un chiffré de K fois X. Et connaissant K, la vérificatrice peut facilement vérifier que ce chiffré est authentique. Il suffit de tester que B est égal à K multiplié homomorphiquement par A. En revanche, si le prouveur en particulier ne connaît pas K, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut encore calculer homomorphiquement sur des chiffrés authentifiés, donc il peut faire la somme homomorphe de deux chiffrés authentifiés. Il suffit de faire la somme homomorphe des deux composantes, et vous pouvez facilement vérifier que ça passe toujours le critère de validité. Il peut multiplier par une constante, mais, c'est là que ça fait un peu mal à la tête, sans connaître K, les seuls chiffrés authentifiés valides que le prouveur peut construire, c'est comme des combinaisons linéaires de chiffrés authentifiés qu'il connaît déjà. Donc essentiellement, ces deux opérations sont les seules manières qu'il a de construire de nouveaux chiffrés authentifiés valides. Alors ça, c'est une hypothèse cryptographique qui va bien au-delà de la difficulté du logarithme discret ou de l'hypothèse Diffie-Hellman. C'est connu sous le nom de Knowledge of Exponent Assumption. Et que je ne vais pas vous énoncer plus formellement que ça, mais qui, a priori, semble vrai, au moins dans les groupes où le logarithme discret est difficile. Et ça va limiter terriblement ce que peut faire le prouveur. En particulier, donc il va pouvoir faire des combinaisons linéaires. Non. Voyons voir ce qu'il va faire. Et après, on verra ce qu'il ne peut pas faire. Donc on va patcher une fois de plus notre protocole. Encore une fois, la vérificatrice forme le polynôme. Elle prend un Z aléatoire, elle transmet des chiffrés authentifiés, cette fois-ci, des puissances de Z, à partir desquels donc, le prouveur ayant factorisé va pouvoir faire des chiffrés authentifiés de P de Z et de H de Z. Et maintenant, la vérificatrice va pouvoir valider P et H, ce qui est d'une certaine manière une preuve qu'ils ont bien été obtenus uniquement par combinaison linéaire de ces puissances de Z, et vérifier donc l'égalité sur les chiffrés P égale T de Z fois H. Alors, il y a encore deux petits twists deux petites améliorations qu'on peut apporter à ce protocole. D'abord, il n'est pas évident qu'il soit zéro knowledge, au sens où il n'est pas évident que ces infos pH envoyées par le prouveur ne dévoilent pas des choses, ne dévoilent pas trop de choses sur son polynôme P. Mais il est très facile de rendre ce protocole zéro knowledge, puisque le prouveur peut masquer ses réponses en les multipliant par un facteur R aléatoire. Et puisque en fait, ce qui nous intéresse, c'est le ratio petit p divisé par petit h. Donc le bruit R va s'annuler pendant la vérification. En revanche, il fait qu'il va être très difficile d'extraire plus d'informations de P et de H. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est maintenant, voilà une version non interactive de ce protocole. Et pour ça, on va utiliser l'astuce de Fiat-Shamir, bien sûr, qui va nous permettre de choisir le secret Z à l'avance, comme une espèce de fonction de hachage, par exemple. Mais là où ça devient délicat, c'est qu'il faut aussi choisir à l'avance le secret K. Et donc, si on peut choisir à l'avance Z et K, dans ce cas-là, on va partager des infos chiffrées avec les prouveurs et les vérificatrices. D'accord ? Donc, pour les prouveurs, on va leur donner des versions chiffrées authentifiées des puissances de Z. C'est tout ce dont ils ont besoin, a priori. Et pour la vérification, on va donner des chiffrés de 1, des chiffrés, ce qui est facile, un chiffré de T de Z, et on va bien être obligé d'avoir K
les vérificateurs ont besoin de K pour vérifier l'intégrité des chiffrés authentifiés, mais d'un autre côté, on ne peut pas leur donner en clair, parce que sinon, les prouveurs aussi, ils auraient l'information K et ils pourraient produire de faux chiffrés authentifiés. Donc on est obligé de donner K sous forme chiffrée, et du coup, ce n'est pas évident du tout de vérifier la validité d'un chiffré authentifié A, B. D'accord ? Je vous rappelle, le test, c'était de montrer que B égale K multiplié homomorphiquement par A, mais si on n'a pas K et seulement le chiffré de K, on ne sait pas faire la multiplication. Donc, comment est-ce qu'on va s'en tirer ? Alors c'est là que les cryptographes sortent leur botte secrète qui s'appelle les couplages sur les courbes elliptiques. Alors accrochez-vous. Donc un couplage cryptographique, donc ça s'appelle un pairing en anglais ou bilinear map. Donc à l'origine c'est une notion qui vient de la géométrie algébrique et de l'étude des courbes elliptiques, mais sous l'angle de la géométrie algébrique, notamment par André Weil dans les années 40. Mais donc la manière dont c'est utilisé en cryptographie, c'est étant donné deux groupes multiplicatifs, G, qui est engendré par petit g, et puis G'. Un couplage petit e, c'est une fonction de G croix G dans G', qui est une forme bilinéaire non dégénérée. Donc bilinéaire, ça veut dire linéaire en chacun de ses arguments. Et en particulier, donc, si vous avez E de G puissance A, G puissance B, eh bien c'est la même chose que E de G, G puissance B élevé à la puissance A, puisqu'on est linéaire sur la première composante. C'est aussi la même chose que E de G puissance A, G élevé à la puissance B, puisqu'on est linéaire sur le deuxième argument. Et donc c'est la même chose que E de G et de G à la puissance AB. D'accord ? Donc ça, c'est la condition de linéarité. La condition de non dégénéré, ça vous dit en particulier que E de G et de G, ce n'est pas l'unité et que c'est un générateur de G'. Et alors, le petit miracle, enfin, en tout cas, moi je suis toujours émerveillé par ça, c'est que de tels couplages existent pour de nombreuses courbes elliptiques et peuvent être calculés de manière assez efficace. D'accord. Et alors, pourquoi on dégaine des couplages ? C'est que ça va nous donner un moyen de tester homomorphiquement l'égalité de deux produits. Si vous voulez montrer que A fois B égale C fois D, et tout ce que vous avez, c'est des chiffrés G puissance A, G puissance B, G puissance C, G puissance D. Vous n'avez pas de moyen de déterminer G puissance AB et G puissance CD, et de les comparer pour égalité, mais vous pouvez coupler G de A avec G de B, ce qui va vous donner E de G puissance AB, G de C avec G de D, ce qui va vous donner E de G puissance CD, et vérifier l'égalité de ces deux nombres, qui garantit que AB égale CD, modulo l'ordre du groupe. Voilà, donc ça nous donne une espèce de test d'égalité homomorphe entre des produits qu'on ne sait pas calculer par ailleurs. Bon. Et avec ça, ça débloque complètement la situation. On sait valider un chiffré authentifié AB. Quand on connaissait K, on faisait ça par une multiplication homomorphe, K fois A égale B. Si on connaît uniquement E de K, eh bien on couple B avec le chiffrement de 1, on couple le chiffrement de K avec A, et si c'est égal, on a bien B fois 1 égale, le clair correspondant à B fois 1 égale le clair correspondant à A fois K. Et même chose, pour vérifier donc P de Z égale H de Z fois T de Z. Donc connaissant T de Z, c'est donc P l'évaluation homomorphe, petit p l'évaluation homomorphe de grand P égale T de Z multiplié homomorphiquement par petit h, le chiffré de H de Z. Et si on connaît uniquement le chiffré de T de Z, c'est pareil, on couple P avec le chiffrement de 1, on couple le chiffrement de T de Z avec H, et si c'est égal, on a bien l'égalité désirée sur l'éclair. Et voilà, donc maintenant on a tous les ingrédients dont on a besoin pour parler du protocole que je voulais vous montrer pour finir ce cours, qui s'appelle Pinocchio, et qui est une construction générique de preuve zero knowledge pour des problèmes représentés par des circuits encodés sous forme de polynômes, donc de programmes arithmétiques quadratiques QAP.
Et donc ça a été publié par Parnot et co-auteurs en 2013, et ensuite amélioré par d'autres auteurs, dont Groth. Et c'est donc un des protocoles qui sert pas mal dans les blockchains. Alors c'est quoi cet horrible acronyme ZK-SNARK? Ça veut dire Zero Knowledge, Succinct, donc succinct. Les preuves sont de taille constante, quelle que soit la complexité du circuit, la taille du circuit qui énonce la propriété. Donc succinct, non itératif et argument of knowledge. Donc ce qu'on prouve, c'est qu'il existe S tel que la propriété encodée par le circuit est vraie. Bien. Donc la propriété, c'est exprimée par un circuit arithmétique, représenté sous forme QAP. Donc je vous rappelle, c'est un certain nombre de polynômes de degré m. Il y a le polynôme cible, T, des coefficients A0, AN, B0, BN et C0 et CN pour les fils du circuit. Et tout ça ne dépend que de la forme du circuit. Et le but du prouveur, c'est de convaincre les vérificateurs qu'il connaît des secrets S0, Sn, qui sont les valeurs des fils, qui font que le circuit s'exécute correctement, et un polynôme grand H, tel que donc, cette combinaison linéaire des AI, en utilisant les SI comme coefficients, fois cette combinaison linéaire des BI, utilisant les mêmes SI pour coefficients, moins cette combinaison linéaire des CI, utilisant les mêmes SI pour coefficients, s'écrit sous la forme H fois T. Voilà. Et donc si on écrit, si on pose ABC comme ça, donc A fois B moins C égale H fois T. Et pour prouver ça et construire une preuve ZK de ça, on va utiliser une variante du protocole bizarre qui prouve qu'un polynôme a certaines racines. Et on va utiliser ce protocole, cette variante, pour montrer que A de Z fois B de Z moins C de Z est égal à H de Z fois T de Z pour un point Z aléatoire, qui va montrer l'égalité des polynômes à très forte probabilité. Et le twist, c'est qu'il faut en plus montrer que les polynômes A, B et C sont bien des combinaisons linéaires des AI, BI et CI avec les mêmes coefficients. C'est-à-dire que les valeurs des fils sont cohérentes. Et c'est ça, en fait, la petite touche de génie de ce protocole. Alors, c'est un protocole non interactif, et on commence par, au début du monde, il y a une autorité, je ne sais pas, quand on établit la blockchain, donc très à l'avance, une autorité va tirer au hasard un certain nombre de nombres aléatoires dans FQ, donc il va y avoir le point d'évaluation Z, le facteur K qui sert à authentifier les chiffrés, et 4 nombres dont je ne vais pas vraiment réussir à vous expliquer l'utilité, et va publier ce qu'on appelle les connaissances partagées, les Common Reference Strings, CRS, qui se composent de données pertinentes pour l'évaluation, pour construire les preuves, et de données pertinentes pour les vérifier. Mais tout ça est public, a priori. Donc les clés d'évaluation, c'est déchiffrer, authentifier des puissances de Z, entre 0 et M. C'est déchiffrer, authentifier des valeurs des polynômes AI, BI et CI en ce point Z. Et c'est déchiffrer, je crois qu'il n'y a même pas besoin de l'authentifier, de cette combinaison linéaire des AI, BI et CI, avec ces fameux coefficients alpha, bêta, gamma tirés au hasard initialement. Quant à la clé de vérification, il va y avoir le chiffré de 1, c'est toujours utile, le chiffré de K, le facteur d'authentification, le chiffré de T de Z, donc la valeur du polynôme cible en Z, et déchiffré de ces nombres alpha, bêta, gamma, delta, plus exactement de ces 4 combinaisons. Et maintenant, comment est-ce qu'on génère la preuve? Donc, connaissant les secrets, S0 jusqu'à Sn, le prouveur il peut former les polynômes grand A, grand B, grand C, qui sont les combinaisons linéaires des AI, BI, CI. Il peut calculer H tel que donc AB moins C, c'est H fois T, juste par division de polynômes. Et s'il y arrive, ça montre que le circuit s'exécute correctement. Donc les contraintes qu'il encode sont forcément validées par ces secrets SI.
Et maintenant, la preuve, c'est quoi? C'est les chiffrés authentifiés des polynômes A, B, C et H, évalués homomorphiquement au point Z. Et ça, il peut le faire, parce que c'est juste des combinaisons linéaires de chiffrés authentifiés qui lui ont été fournis dans la clé d'évaluation. Et puis, il va aussi faire un chiffré du checksum, de la somme de contrôle, qui est alpha A2Z plus bêta B2Z plus gamma C2Z, qui encode des choses sur les secrets S, d'accord? Et ça, il peut aussi l'évaluer homomorphiquement à partir de ce qu'on lui a donné à partir des secrets et à partir de ce qu'on lui a donné dans les données partagées, dans la CRS. Alors, quelle est la taille de la preuve? Vous voyez que c'est ces 4 valeurs authentifiées. Donc, chaque valeur authentifiée, c'est 2 éléments du groupe G qui nous sert pour masquer l'évaluation. Donc là, vous avez 8 éléments du groupe, et là, vous en avez un 9e. Donc, en 9 éléments de groupe, vous avez votre preuve. Alors, un élément de groupe, c'est quoi? Je ne sais pas, 256 bits ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'en moins de 2 kilooctets, vous avez une preuve d'une propriété essentiellement arbitrairement compliquée. Et si vous voulez rendre ça plus zero knowledge, il suffit, quelque part dans ce calcul, d'ajouter des multiples aléatoires du polynôme T à vos polynômes A, B et C, sachant que après, toutes les vérifs sont modulo grand T d'une certaine manière, donc les multiples en question vont disparaître. Bon. Mais ils ont bien ajouté du bruit au protocole, donc on est content. Bien, donc ça c'est la génération de la preuve. Et maintenant, pour vérifier la preuve, donc la vérificatrice, elle obtient 4 chiffrés authentifiés, A, B, C et H, ainsi qu'une somme de contrôle chiffrée, CK. Et donc, elle vérifie que les 4 chiffrés sont valides, les 4 chiffrés authentifiés sont valides, et ça peut se faire avec un petit coup de couplage. Et ça garantit qu'ils ont été obtenus par combinaison linéaire des valeurs qui sont dans la CRS et par aucun autre moyen. Elle vérifie la condition de divisibilité. Donc là encore, il faut utiliser le couplage parce que tout est chiffré. Mais si vous avez cette égalité entre ces 3 couplages, vous avez bien montré que A de Z fois B de Z, c'est égal à C de Z plus T de Z fois H de Z. Et enfin, elle va vérifier cette propriété impliquant la somme de contrôle et les paramètres alpha, bêta, gamma et delta. Et là, je vous demande de me croire sur parole sur le fait que si ça c'est vrai, avec très forte probabilité, ça montre que A, B et C sont des combinaisons linéaires, des AI, BI et CI, avec les mêmes coefficients SI. Et c'est une variante, c'est une conséquence en fait de l'hypothèse KEA, Knowledge of Exponent, qui est que essentiellement, si les coefficients étaient différents, vous aviez utilisé des coefficients différents pour les 3 polynômes A, B et C, cette égalité serait fausse, en fait. Bon, il est temps de m'arrêter ici. Et donc, on en arrive à la fin du cours, avec un petit point d'étape sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, il y a ce framework, ce cadre général des protocoles Sigma, qui est une espèce de design pattern, de patron, non seulement pour concevoir les protocoles zero knowledge interactifs, mais surtout pour en analyser la sécurité, avec cette notion d'extracteur et cette notion de simulateur qui capture le côté preuve et le côté zero knowledge. Et on a vu rapidement qu'on peut passer à des protocoles non interactifs en utilisant l'heuristique de Fiat-Shamir, et donc en remplaçant de l'ALEA par du hachage. Maintenant, donc, les preuves ZK-SNARK qu'on a vues sont capables de prouver la connaissance d'une solution pour une très large classe de problèmes, les problèmes que vous pouvez exprimer, dont vous pouvez exprimer un vérificateur par un circuit arithmétique. On a montré l'approche QAP, donc, qui consiste à prendre des circuits arithmétiques et les encoder par des polynômes. D'autres approches sont possibles, et je vous renvoie au survey d'Anna Nitoulescu, qui est dans les références. Et donc, à propos de références, donc voici quelques références qui m'ont bien servi pour préparer ce cours et que je vous recommande. Donc, pour les protocoles Sigma, il y a le chapitre 21 du livre de Nigel Smart, Cryptography Made Simple, que je vous ai déjà recommandé pour d'autres
pour d'autres points vus dans ce cours. Et alors pour les ZK-SNARK, c'est plus compliqué. Enfin, la situation est un peu curieuse, c'est-à-dire que les articles de référence sont vraiment durs. Alors vraiment, vraiment, vraiment durs. C'est extrêmement dense. Ça me fait penser à cette citation peut-être apocryphe de Jean-Pierre Serre, disant épargnez-moi vos intuitions, montrez-moi juste vos définitions et vos théorèmes, épargnez-moi vos intuitions. Donc là, ces articles vous épargnent leurs intuitions, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a après de très bons tutoriels et surveys, généralement qui ne sont pas publiés de manière formelle, mais que vous trouvez sur le web, et qui sont très très bien faits. Donc sur les ZK-SNARK en général, donc il y a ce survey de Uncanny Tulescu. Sur l'approche QAP en particulier et toutes ces astuces de divisibilité de polynômes et ainsi de suite, il y a ce texte qui vraiment rentre dans les détails de Maxime Petkous, Why and How ZK-SNARK Works. Et il y a ce texte de Chen et co-auteur qui rappelle le protocole Pinocchio d'une manière beaucoup plus dense et surtout qui explique pas mal les applications que ça peut avoir dans des blockchains. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous recommande le séminaire qui va suivre de Michele Auru et qui va parler davantage de preuves ZK et de leur utilisation en particulier pour l'anonymat et la vie privée sur Internet. Merci.